Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous sommes en janvier 2024. Dans quelques mois, la réforme du courtage fêtera les 2 ans de son entrée en application. Pour cela, nous avons voulu prendre un petit peu d'avance et se demander, faire une sorte de premier point d'étape sur cette réforme du courtage. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Grégoire Vuarlot. Tout d'abord, bonjour Grégoire Vuarlot. Bonjour. Vous êtes directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de l'ACPR et nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Roger Mainguy. Bonjour Roger Mainguy. Bonjour. Vous êtes le président d'Endia. Alors Endia, peut-être un petit mot pour commencer. Une des 7, maintenant 8, c'est ça, 7 au départ, maintenant 8 associations agréées pour mettre en place la réforme du courtage. Vous allez pouvoir nous expliquer comment concrètement sur le terrain vous voyez l'application de cette réforme au quotidien. Peut-être commencer par vous, Grégoire Vuarlot. On n'est pas encore aux 2 ans de cette réforme, mais on s'en approche. On se souvient qu'elle avait été beaucoup commentée dans l'actualité, qu'il y avait eu beaucoup de rebondissements avant l'entrée en vigueur et la mise en application de la réforme du courtage. Aujourd'hui, quelle est la position, quelque part, des pouvoirs publics sur la mise en application de la réforme du courtage? Est-ce qu'on est content du travail qui a été effectué? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, c'est une réforme qui avance bien. En effet, je vous rappelle les objectifs. L'ambition de cette réforme, c'était de permettre aux professions du courtage de s'organiser pour à la fois apporter toute la valeur nécessaire aux clients et puis pour faire face à la réglementation dans de bonnes conditions. Et donc, la réforme du courtage issue de la loi a créé ces structures administratives. Les associations avec un certain nombre de pouvoirs propres de vérification et Bien puis sûr. il y a un accompagnement à donner aux courtiers qui s'affilient, donc avec quand même des populations assez importantes, 40 000 courtiers côté assurance, 20 000 côté banque, donc quand même une population assez importante. Alors bientôt 2 ans en avant par rapport à son installation, cette réforme est en train de porter ses fruits. Les associations sont installées, elles ont été agréées, elles ont constitué leurs moyens et nous les accompagnons dans le déploiement de leurs missions qui ont déjà commencé, bien entendu, et nous faisons un travail d'accompagnement avec elles pour voir dans le détail comment peuvent s'organiser leurs missions. Nous avons, par exemple, l'été dernier, fait une revue de leurs moyens informatiques pour voir si et comment ces moyens pouvaient être déployés dans le bon sens. Notamment moyens informatiques pour le sujet de formation, qui était un des gros sujets de la réforme du courtage, c'est ça, par exemple? Alors, sur le sujet de formation, nous sommes en train de travailler, nous en sommes au début, puisque c'est un sujet un petit peu compliqué. Bien sûr. Formation initiale, formation continue. Les moyens informatiques sont les moyens qui permettent l'enregistrement et le suivi des pièces justificatives, notamment. Des adhérents, et donc c'est un sujet qui à la fois est un sujet de sécurité informatique, mais aussi un sujet de gestion des affiliations, et donc un sujet très opérationnel. Parce que, pour rappel, mais même si beaucoup de professionnels sont, j'imagine, au courant, aujourd'hui, maintenant, avec la réforme du courtage, il faut être adhérent à une association pour pouvoir faire son enregistrement au renouvellement ORIAS, et donc tous les ans, renouveler son adhésion à l'association professionnelle également? Voilà, c'est ça. Alors Roger va vous dire comment, très concrètement... Bien sûr, dans un second temps. Ouais. En effet, la règle est celle que vous avez décrite, c'est-à-dire qu'il faut être adhérent à une association pour pouvoir avoir son renouvellement ORIAS et donc avoir le droit d'encaisser des fonds. Et faute de quoi, effectivement, sinon, l'intermédiaire ne peut plus travailler. Avant de poser la question à Roger Mainguy, effectivement, peut-être plus sur le côté concret, Grégoire Vuarlot, donc il y a effectivement, dans cette réforme du courtage, il y a 2 niveaux. Il y a les associations et les courtiers, et donc tous ceux qui exercent cette profession. Si cette réforme a été mise en place, c'était aussi peut-être pour augmenter le niveau de formation, voire de qualité de suivi. Est-ce qu'on a aujourd'hui quelques éléments pour se féliciter de l'évolution de la profession, ou c'est trop tôt pour en parler encore Alors, c'est un petit peu tôt, effectivement, puisque les associations s'installent. Le premier exercice s'achève maintenant, donc on tire les conséquences, y compris sur le plan opérationnel. Vous avez su que les échanges avec l'ORIAS avaient été conséquents l'année passée. Donc là, le premier renouvellement va arriver, ça se présente mieux. On a vu quels étaient les points un petit peu compliqués sur lesquels il fallait porter notre attention, notamment en matière d'information et puis en matière de documents à apporter, etc. Donc nous, on estime que ça avance
avance bien. Tout n'est pas terminé, mais c'était normal. On avait prévu une montée en charge. Donc on va se donner encore toute l'année pour regarder plus exactement les attendus et comment les atteindre de façon raisonnable mais performante. Et puis, ce sera la première année également du rapport annuel. Bien sûr. Ce rapport annuel statistique que les associations doivent nous fournir, à nous, à CPR, et qui nous permet à la fois d'avoir une bonne vision du marché, de pouvoir orienter nos travaux et d'avoir un retour un petit peu concret des associations sur leur activité d'affiliation. Roger Mingui, si on caricature, parce que je vous ai posé la question hors antenne, Endia existe depuis 2 ans à peu près, puisqu'effectivement la création d'Endia était évidemment antérieure à l'agrément reçu et notamment donc à l'entrée en application de la réforme du courtage. Endia, c'est une association un peu particulière dans le paysage des associations agréées, puisqu'elle a été créée pour cette réforme du courtage. Donc, j'ai envie de dire, vous avez eu 2 casquettes, celle de suivi de cette réforme du courtage et d'entrée en application, et en même temps de créer une entreprise classique, même si on parle d'une association. Si on regarde dans le rétroviseur, depuis 2 ans, on ne va pas revenir effectivement sur ce qui s'est passé avant l'entrée en application, mais quel premier bilan on peut tirer de cette réforme du courtage d'un point de vue associatif? Alors vous avez raison, il faut d'abord rappeler que c'est une boîte, on crée une boîte, c'est une association, c'est ce que vous voulez, mais c'est vraiment une boîte. On parlait des systèmes d'information, c'est vraiment le SAT. Le système d'information d'une boîte comme la nôtre, qui collecte de l'information. Donc il faut aussi de l'humain. Oui, c'est ça le premier rôle quelque part de ces associations, c'est de collecter l'information des adhérents. Et la traiter, bien sûr. Accompagner l'adhérent si éventuellement l'adhérent a besoin de remédiation parce qu'il n'est pas conforme en tout point à la réglementation. Mais c'est vraiment créer une boîte. C'est vrai que le système d'information est assez structurant, donc c'est compliqué parfois de trouver tout de suite le bon système d'information. Nous, on s'y est repris presque à 2 fois. D'accord. Donc, ça montre bien que ce n'est pas un exercice si facile que cela. Aujourd'hui, évidemment, c'est derrière nous, et heureusement d'ailleurs, parce que le renouvellement, c'est maintenant, c'est en ce moment. Donc, on a évidemment, de ce point de vue, beaucoup moins de soucis. L'année dernière, malheureusement, on avait des soucis nous-mêmes. L'Orias en avait aussi un peu, donc ça compliquait 2 fois la tâche. Bien sûr. Ouais. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre, parce que le premier souci était d'abord chez nous. Donc voilà, c'est la création d'une boîte. Et après, une fois qu'on a créé cette boîte et qu'on commence à la faire fonctionner, eh bien, on regarde ce qui marche plutôt bien, ce qui marche moins bien et ce qui ne marche pas encore. Alors, qu'est-ce qui marche plutôt bien ? Ce qui marche plutôt bien, la collecte des informations, tout ce qui est aujourd'hui d'une obligation légale, les courtiers le comprennent quand même plutôt bien. Le monde du courtage a quand même une difficulté, sauf pour les courtiers assez structurés, c'est de documenter. En fait, ils documentent assez peu. D'accord. Ou du moins, voilà, j'ai une attestation de formation, je dois l'avoir quelque part, mais je ne sais pas où elle est. Alors même, pardon, qu'il y a eu quand même un beau traitement médiatique de cette réforme du courtage. On savait à un moment à quoi s'attendre, mais non, c'est... Non, c'est pas si évident que ça. C'est culturellement, c'est vécu comme une contrainte supplémentaire. D'accord. Ce que je peux comprendre, encore une fois. Le courtier, 85% des courtiers sont plutôt des petites structures, moins de 3 personnes. Donc leur job de base, c'est d'aller chercher du client ou d'accompagner le client dans son développement. Et tout ce qui vient limiter sa capacité commerciale, finalement, est vécu comme une contrainte pas terrible, quoi. Mais pourtant, ma question portait sur ce qui marchait bien. Alors, ça marche bien quand même. Alors, ce qui marche bien, c'est qu'ils sont maintenant acculturés au fait. D'accord, en effet, association d'autorégulation, ensuite l'ORIAS. Sinon, si on n'a pas d'ORIAS, pas de commission, bien sûr, pas de chocolat. Donc ça, c'est intégré. Donc ça, c'est intégré. Dès lors qu'on touche un peu le porte-monnaie, c'est intégré. Après, ce qui n'est pas encore complètement, c'est la documentation, c'est le nombre d'heures, c'est... La formation, donc. La formation, alors la formation initiale, c'est presque plus facile, mais après, c'est la formation continue. La pertinence de cette formation continue... ça a l'air mis en cause aujourd'hui ou... Pas encore. Quand vous dites la pertinence, c'est... Non, pas encore. Ouais. Mais il faudra bien un moment qu'on vérifie si la formation est conforme globalement à l'activité du courtier, ou du moins va dans le sens de l'activité du courtier, de sa progression et sa connaissance sur le marché ou les marchés qu'il adresse, toujours dans l'intérêt du client final. Je vais caricaturer, mais voilà, toute formation qui n'est pas en relation directe, une formation pâtisserie, ça marche pas. Oui, bien sûr. Il faut l'avoir en tête quand même. Mais bon, vous faites pas de formation pâtisserie aujourd'hui. Moi, je fais pas de formation du tout. D'accord. Mais comment ils se forment alors ? Parce que nous, on flèche. Vous vérifiez la formation, mais vous la proposez pas. D'abord, nous avons des partenariats avec des organismes de formation qu'on a
entre guillemets évalués, qui ont pignon sur rue la plupart d'entre eux, qui ne sont pas des jeunes organismes de formation, mais qui sont déjà structurés. Et ensuite, on les flèche, généralement, on négocie des avantages pour les adhérents d'Endia. D'accord. Nous, on ne touche rien sur le business qu'on apporte aux sociétés de formation. C'est structurel chez nous. On ne touche pas de business, pas de marge arrière, mais c'est un avantage qu'on donne à nos adhérents. Et derrière, oui, ils vont faire leur formation chez un tel ou chez... Donc le sujet, parce que Grégoire Vuarlot, je voyais que vous vouliez réagir également, le sujet, ça va peut-être de vérifier effectivement le fait que la formation est bien adaptée finalement aux professionnels, la formation reçue est bien adaptée à la pratique professionnelle du courtage. Oui, l'ambition, quand les pouvoirs publics ont donné cette fonction aux associations de courtage, était bien effectivement d'accompagner les courtiers dans le maintien de leurs compétences. Donc ça veut dire de la formation continue avec un certain volume par an. C'est une tâche qui n'est pas évidente puisque ça veut dire connaître l'offre de formation. Bien sûr. Éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire si vous-même vous produisez de la formation, il ne faut pas que vous dirigiez nécessairement vers votre formation qui vous rapporte de l'argent. Bien sûr, oui, bien sûr. Et il faut vérifier périodiquement la pertinence de cette formation au sens où il faut que ça soit en rapport avec vos métiers, en tout cas suffisamment pour qu'il n'y ait pas une sorte de maquis en termes de formation. Donc, et ça, qui vérifie du coup? Donc c'est effectivement à la charge des associations que de flécher vers des formations qu'elles estiment pertinentes. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, puisqu'il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'une formation pertinente. Il y a peut-être des grandes lignes données par la CPR. Voilà, des grandes lignes. Donc, nous allons travailler cette année ensemble. On va faire un certain nombre d'ateliers de travail avec les associations de courtage pour essayer de voir sur l'ensemble de leurs obligations et notamment sur celle de la formation continue, quel est le cadre commun que l'on se donne, quel est le cadre de réflexion que l'on se donne pour considérer que les diligences sont remplies. On va faire ça avec la formation, on va faire ça aussi avec les conditions d'accès à la profession, à vérification de la responsabilité civile professionnelle, de la garantie financière, etc. On a déjà commencé. Il y a un dialogue à avoir parce que, d'abord, ce sont des sujets nouveaux. Comme on l'a dit, la réforme date de moins de 2 ans et Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a un certain nombre de subtilités à aborder. Il faut aller au fond des choses. Et puis ensuite, nous avons un paysage varié. Il y a plusieurs types d'associations avec des cultures différentes, certaines des cultures plus anciennes que d'autres plus récentes. Et donc, il faut que l'on travaille ensemble avec pas forcément exactement les mêmes modes de travail, mais au moins les mêmes exigences et les mêmes objectifs. Donc, c'est l'objectif. J'avance sur le sujet parce que l'heure tourne un peu. Roger Mainguy, un mot peut-être des vérifications qui ont été faites par les associations, en l'occurrence Endia. Qu'est-ce qui ressort du terrain pour le coup là, d'Endia, parce que je ne sais pas aux autres associations. Nous, on a commencé les vérifications donc en 2023. Alors, je dis vérification, parfois je dis contrôle, ne m'en veuillez pas. Pour moi, c'est du contrôle, donc il n'y a pas de malignité dans mon propos. On en a fait un peu plus d'1 millier. Plus de 50% des personnes vérifiées sont conformes. D'accord. Il y a quand même 7% d'entre elles qui ont cessé l'activité. OK. Il y en a pas loin de 10% qui n'ont pas encore répondu malgré de nombreuses relances. Donc je pense que là, on a un sujet aussi de marché. Je pense que quand on va faire le bilan de réinscription Orias à fin février 2024, qui est la deadline, je crains que l'on constate malgré tout dans certaines catégories d'inscription des diminutions sensibles d'effectifs. Après, il y a quelques remédiations, bien sûr, parce que certains courtiers ou mandataires sont pas complètement square. Donc il faut qu'ils travaillent un peu plus, la formation ou la matérialisation concrète de leur conformité. Mais voilà, c'est les premiers enseignements. Merci beaucoup Roger Mainguy, président de Endia. Merci également Grégoire Vuarlot, directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de l'ACPR. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.